Mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et je vous souhaite un agréable visionnage. Laissez-vous porter par les vagues de l'histoire russe, tandis que nous plongeons ensemble dans un voyage à travers les siècles, des forêts brumeuses de l'ancienne Russe jusqu'au palais majestueux de Saint-Pétersbourg. Imaginez un pays qui n'existait pas, un territoire immense où pendant des siècles, aucune frontière n'était tracée sur les cartes. Où est née cette puissance qui allait un jour s'étendre sur un sixième des terres émergées du globe? Comment un ensemble de tribus éparses a-t-il pu donner naissance à l'un des plus grands empires que le monde ait connu? Avez-vous déjà songé à ce que serait l'Europe si les princes de Kiev n'avaient pas choisi le christianisme orthodoxe? Si les Mongols n'avaient pas déferlé sur les plaines russes? Si Moscou était resté un obscur avant-poste plutôt que de devenir la troisième Rome? L'histoire de la Russie n'est pas seulement celle d'un pays, c'est l'histoire d'un concept, d'une idée qui a transformé le monde entier. Nous pensons connaître cette histoire, celle des tsars autoritaires, des hivers impitoyables, des steppes infinies. Mais la vérité est bien plus nuancée, plus complexe, plus fascinante. Car avant même que le mot Russie n'existe, les peuples qui allèrent la former avaient déjà tissé des liens commerciaux avec Byzance, la Scandinavie et l'Orient. Ils avaient déjà développé une culture unique au carrefour de l'Est et de l'Ouest. Ce que nous allons découvrir ensemble, ce n'est pas seulement comment la Russie est devenue un empire, mais comment cet empire a façonné notre monde moderne, ses frontières, ses religions, ses rivalités et ses alliances. Comment une succession de dirigeants visionnaires, de conquérants impitoyables et de réformateurs audacieux ont créé une civilisation à part entière. Avant que le premier Rurikide ne pose le pied sur les rives du Dniepr, avant que le premier clocher orthodoxe ne s'élève au-dessus des forêts de bouleaux, avant que le premier tsar ne ceigne la couronne de Monomaque, il y avait déjà un monde que nous allons maintenant explorer. Fermez les yeux et imaginez les vastes plaines d'Europe orientale il y a plus de 1000 ans. Des tribus slaves, finnoises et baltiques vivent dans des clairières au cœur de forêts infinies ou le long des nombreux fleuves qui strient ce paysage sans frontières. Le bruissement des feuilles de bouleau, le craquement de la glace au printemps, le sifflement du vent dans la steppe, tels sont les sons qui rythment leur existence. Ces peuples parlent des dialectes divers, vénèrent des divinités païennes liées à la nature, au cycle des saisons, aux forces invisibles qui gouvernent leur monde. Perrin, le dieu du tonnerre, Vélès, protecteur du bétail, Mokosh, déesse de la fertilité, leur panthéon reflète leur mode de vie, leur compréhension du cosmos, leurs craintes et leurs espoirs. Le climat est rude, les hivers interminables, où le soleil ne fait que de brèves apparitions, alternent avec des étés courts mais intenses, où la nature explose en une frénésie de verdure. Dans ce monde aux saisons contrastées, la survie dépend de la capacité à stocker des provisions, à fabriquer des vêtements chauds, à construire des abris résistants au gel. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces peuples ne vivent pas dans un isolement total. Des routes commerciales anciennes traversent déjà leur territoire. Le fameux chemin des Varegs aux Grecs relie la Baltique à la mer Noire, suivant le cours des fleuves, la Neva, la Volkhov, le Dniepr. Des marchands transportent l'ambre, les fourrures, le miel et la cire vers le sud et rapportent des tissus précieux, des épices, des bijoux et des armes. Au sud, l'Empire byzantin rayonne de tout son éclat. Constantinople, la ville aux 1000 coupoles dorées, est la métropole la plus sophistiquée du monde chrétien. Ses empereurs se considèrent comme les héritiers de Rome et son patriarche comme le gardien de la vraie foi. Son influence culturelle, religieuse et politique s'étend loin vers le nord. À l'ouest, l'empire de Charlemagne s'est fragmenté, donnant naissance à des royaumes qui deviendront la France et l'Allemagne. Le christianisme romain s'y consolide sous l'autorité du pape. Les structures féodales s'y développent, liant les hommes par des serments de fidélité et des obligations réciproques. À l'est et au sud-est s'étendent les territoires des peuples nomades, Péchénègues, Polovtsiens,
khazars, cavaliers redoutables qui vivent de l'élevage et des razzias. Leur mobilité fait leur force, leur permettant d'apparaître et de disparaître comme le vent, laissant derrière eux des villages en flammes. C'est dans ce contexte que naît un mythe fondateur. La chronique des temps passés, rédigée par le moine Nestor au début du XIIe siècle, raconte comment les tribus slaves, incapables de s'entendre entre elles, auraient fait appel à des princes scandinaves. Notre terre est grande et riche, mais il n'y a pas d'ordre en elle. Venez régner et gouvernez-nous. Cette invitation aurait été adressée à Rurik et ses frères, chefs Vareg, ces vikings qui sillonnaient les mers et les fleuves d'Europe orientale. Rurik se serait établi à Novgorod vers 862, fondant ainsi la dynastie qui portera son nom et gouvernera la Russe pendant plus de 7 siècles. Ce récit, longtemps pris au pied de la lettre, fait aujourd'hui l'objet de débats parmi les historiens. Certains y voient une fabrication tardive, destinée à légitimer le pouvoir princier. D'autres le considèrent comme le reflet déformé d'événements réels. Quoi qu'il en soit, il témoigne de l'interaction entre Slaves et Scandinaves dans la formation de la première entité politique russe. Car si les Varegs ont joué un rôle, ils n'ont pas créé la Rus ex nihilo. Des centres proto-urbains existaient déjà, comme en témoignent les fouilles archéologiques. Des structures sociales et politiques s'étaient développées parmi les tribus slaves. Ce qui est certain, c'est que la rencontre entre ces différentes cultures a catalysé un processus d'unification et de consolidation. En 882, Oleg, successeur de Rurik, prend le contrôle de Kiev, ville stratégiquement située sur le Dniepr. Ce sera la mère de toutes les villes russes, aurait-il déclaré. Cette prise de pouvoir marque conventionnellement la naissance de la Rus de Kiev, premier État à pouvoir prétendre au titre d'ancêtre de la Russie moderne. Pourtant, cet État ne ressemble en rien à nos conceptions modernes. Il s'agit plutôt d'une fédération lâche de cités et de territoires, unis par des liens dynastiques, commerciaux et culturels, mais conservant une grande autonomie. Le pouvoir princier s'appuie sur la Droujina, garde personnelle du prince composée de guerriers professionnels, et sur des alliances avec les élites locales. L'économie repose sur le commerce fluvial, l'agriculture, la chasse et la collecte du tribut auprès des populations soumises. Les villes, fortifiées par des palissades de bois, sont des centres administratifs, religieux et commerciaux. À Kiev, Novgorod, Smolensk, Tchernigov, une élite de marchands et d'artisans se développe, tandis que la majorité de la population vit dans des villages disséminés dans la campagne environnante. La société est hiérarchisée, mais relativement fluide. Au sommet, la famille princière et les boyards, grands propriétaires terriens. Puis viennent les hommes libres, guerriers, marchands, artisans. En bas de l'échelle se trouvent les smerdis, paysans semi-libres, et les kolopis, esclaves domestiques souvent capturés lors de conflits. Pendant ce temps, à Byzance, le christianisme orthodoxe raffine sa théologie, son art, son architecture. Les empereurs et les patriarches maintiennent l'héritage romain tout en lui donnant une coloration orientale unique. Les icônes au fond d'or, les liturgies solennelles, les chants a cappella, les églises à coupole, tout cela forme un système culturel cohérent et séduisant. C'est ce monde que les princes de la Rus découvrent lors de leurs expéditions commerciales et militaires. Car si les relations entre Kiev et Constantinople sont principalement commerciales, elles connaissent aussi des épisodes guerriers. En 907 et 944, des flottes russes attaquent même la capitale byzantine, sans réussir à la prendre. Ces contacts répétés permettent aux élites de la Russe de prendre conscience du décalage culturel qui les sépare du monde méditerranéen. Ils admirent la sophistication byzantine, ses palais de marbre, ses cérémonies élaborées, son système juridique complexe. Cette admiration sera l'un des facteurs qui conduiront à l'adoption du christianisme. Mais avant ce tournant, la Russe kiévienne se développe comme un État païen. Ses princes, Igor, Olga, Sviatoslav,
étendent leur influence, guerroient contre leurs voisins, collectent le tribut, établissent des relations diplomatiques. Ils portent des noms scandinaves, mais s'intègrent progressivement à la culture slave environnante. Leurs divinités sont celles des forêts et des rivières, leurs rituels célèbrent les forces de la nature. Le règne d'Olga, qui gouverne comme régente après la mort de son époux Igor, mérite une attention particulière. Femme d'une intelligence politique remarquable, elle réforme le système de collecte du tribut, établit des postes de commerce fixes et surtout se convertit au christianisme lors d'une visite à Constantinople. Bien qu'elle ne parvienne pas à imposer sa nouvelle foi à l'ensemble du pays, elle plante une graine qui germera sous le règne de son petit-fils. Sviatoslav, fils d'Olga et d'Igor, incarne un autre aspect de cette époque formatrice. Guerrier infatigable, il mène des campagnes contre les Khazars, les Bulgares, les Byzantins. Décrit par les chroniqueurs comme vivant comme un soldat, dormant sur la terre nue avec une selle pour oreiller, il représente l'idéal du prince guerrier Vareg. Ses conquêtes sont spectaculaires mais éphémères, s'effondrant après sa mort en embuscade en 972. L'histoire de la Rus kievienne entre ainsi dans une nouvelle phase, où les traditions païennes vont céder la place à une nouvelle vision du monde, et où l'État encore embryonnaire va se doter d'outils culturels et institutionnels empruntés à la Civilization Byzantine. À la mort de Sviatoslav, une guerre de succession éclate entre ses fils. Vladimir, d'abord contraint à l'exil en Scandinavie, revient avec une armée de Vareg et s'empare du pouvoir. Son règne, qui s'étend de 980 à 1015, marque un tournant décisif dans l'histoire russe. Car Vladimir prend une décision qui aura des conséquences incalculables, la conversion au christianisme orthodoxe. Les chroniques entourant cet événement d'un récit pittoresque. Le prince aurait envoyé des émissaires étudier les différentes religions. L'islam des Bulgares de la Volga, le judaïsme des Khazars, le christianisme romain des Allemands et le christianisme grec des Byzantins. Les envoyés, de retour à Kiev, auraient décrit la splendeur des offices à Sainte-Sophie de Constantinople. Nous ne savions plus si nous étions au ciel ou sur terre, car sur terre, il n'existe pas une telle splendeur, ni une telle beauté. Séduit par ce rapport, mais aussi motivé par des considérations politiques, notamment une alliance matrimoniale avec l'empereur byzantin, dont il épouse la sœur Anne, Vladimir opte pour le christianisme orthodoxe. En 988, il se fait baptiser, puis ordonne le baptême collectif des habitants de Kiev dans les eaux du Dniepr. Les idoles païennes sont détruites, certaines jetées dans le fleuve. Une nouvelle ère commence, même si la christianisation des campagnes sera un processus long et incomplet, le paganisme persistant dans les pratiques populaires pendant des siècles. Cette conversion n'est pas qu'un changement de croyance. Elle insère la Ruse dans un réseau de relations internationales, lui confère un prestige accru et surtout lui donne accès à l'héritage culturel byzantin. L'alphabet cyrillique, adapté du grec pour transcrire les langues slaves, permet le développement d'une littérature écrite. Des églises sont construites selon les canons byzantins, d'abord en bois, puis en pierre. Des moines copient et traduisent des textes religieux et profanes. Sous Vladimir et son fils, Yaroslav le Sage, 1016-1054, Kiev connaît son âge d'or. La ville se pare d'églises aux coupoles dorées, dont la magnifique cathédrale Sainte-Sophie, consacrée en 1037. Des artisans byzantins viennent enseigner leurs techniques, mosaïques, fresques, orfèvrerie. Le droit est codifié dans la Rouskaya Pravda, premier corpus législatif écrit. Yaroslav tisse des liens dynastiques avec l'Europe entière. Ses filles épousent les rois de France, de Norvège et de Hongrie. Il marie son fils à une princesse byzantine. Lui-même a pour épouse la fille du roi de Suède. Kiev devient ainsi un nœud dans le réseau des cours européennes, un lieu où convergent influences occidentales et orientales. Pourtant, cette brillante civilisation porte en elle les germes de son déclin. Le système de succession,
qui privilégie le seignorat, le pouvoir passant aux membres le plus âgés de la famille, plutôt que la primogéniture, du père au fils aîné, entraîne des conflits récurrents. À la mort d'Yaroslav, ses fils se partagent le territoire selon un système d'apanage qui fragmente progressivement l'unité politique de la Russe. Ces divisions s'accentuent au fil des générations. Chaque prince cherche à agrandir son domaine aux dépens de ses parents. Les alliances se font et se défont. Les villes changent de main. Les boyards locaux gagnent en autonomie, choisissant parfois d'inviter ou de chasser tel ou tel prince selon leurs intérêts. Certains centres émergent comme des puissances régionales. Novgorod, au nord, développe des institutions républicaines uniques, avec une assemblée citoyenne, le Veche, qui peut élire ou déposer les princes. Vladimir Souzdal, au nord-est, devient le cœur d'une nouvelle principauté dynamique. Galicie-Volhynie, à l'ouest, se tourne vers l'Europe centrale. Cette fragmentation affaiblit la capacité de résistance face aux menaces extérieures. Les steppes du sud restent un danger permanent avec les incursions des Polovtsiens. Le fameux dit de la campagne d'Igor, épopée du XIIe siècle, témoigne des luttes incessantes contre ces nomades et des appels à l'unité, souvent ignorés. Pourtant, malgré ces divisions politiques, une culture commune se développe. Le christianisme orthodoxe fournit un cadre spirituel partagé. La langue liturgique, le slavon d'église, sert de lingua franca aux élites lettrées. Des saints locaux sont canonisés, comme Boris et Gleb, fils de Vladimir assassiné lors d'une guerre de succession, est devenu symbole de sacrifice chrétien. L'architecture religieuse évolue, intégrant des éléments byzantins, mais développant aussi des traits distinctifs. Les iconographes russes, d'abord formés par des maîtres grecs, élaborent progressivement leur propre style. La littérature s'enrichit de chroniques, de vies de saints, de sermons, d'œuvres didactiques. Le commerce reste actif. Les marchands de Novgorod atteignent la Baltique et la mer Blanche. Kiev maintient ses liens avec Constantinople. Des artisans spécialisés produisent des objets de luxe, bijoux émaillés, reliures précieuses, tissus brodés d'or, qui témoignent d'un raffinement certain. Mais les fondements économiques de cette prospérité s'érodent. Le commerce international subit des bouleversements, notamment après la prise de Constantinople par les croisés en 1204. Les routes commerciales se modifient. La population des villes diminue. Les campagnes connaissent des périodes de disette. C'est dans ce contexte de fragilisation que survient l'événement qui va bouleverser radicalement l'histoire russe, l'invasion mongole. En 1223, aux confins orientaux des steppes eurasiatiques, un chef tribal nommé Temujin, plus connu sous le nom de Gengis Khan, a unifié les peuples mongols et lancé une vague de conquêtes sans précédent. Ces armées hautement mobiles, disciplinées et impitoyables ont soumis la Chine du Nord, l'Asie centrale, la Perse. Les princes de la Russe entendent parler de ce nouvel ennemi, mais ne mesurent pas l'ampleur de la menace. Lorsqu'en 1223, un premier détachement mongol, commandé par les généraux Subutai et Jebei, approche de leurs frontières, ils réagissent selon leurs habitudes. Ils s'unissent temporairement face aux dangers communs. À la bataille de la Khalkha, en mai 1223, une coalition de princes russes et de leurs alliés polovtsiens affronte l'avant-garde mongole. C'est un désastre. Les tactiques de steppe des Mongols, feintes de retraite, manœuvres d'encerclement, tirs à l'arc à cheval, déconcertent les Russes. Leurs lourds cavaliers, efficaces dans les charges frontales, sont impuissants face à cette guerre de mouvement. Pourtant, après cette victoire, les Mongols se retirent. Ils sont rappelés par Gengis Khan pour participer à d'autres campagnes. Les princes russes respirent, croyant peut-être que le danger est passé. Ils reprennent leurs querelles intestines, incapables de tirer les leçons de leur défaite. 14 ans plus tard, en 1237, les Mongols reviennent. Cette fois, il s'agit d'une invasion en règle, menée par Batu, petit-fils de Gengis Khan, à la tête d'une armée de 150 000 hommes. Systématiquement, méthodiquement, ils soumettent les principautés russes l'une après l'autre.
Ryazan tombe en premier, après une résistance héroïque mais vaine. Ses défenseurs sont massacrés, ses bâtiments incendiés. Les chroniques racontent que pas même un œil pour pleurer ne fut laissé. Vladimir, capitale de la puissante principauté de Vladimir Souzdal, est prise en février 1238. La famille princière, réfugiée dans la cathédrale, périt dans les flammes lorsque les Mongols y mettent le feu. Kiev, l'antique mère des villes russes, subit le même sort en décembre 1240. Le voyageur Giovanni d'Appian del Carpine, qui traverse la région quelques années plus tard, écrit qu'il n'y reste que 200 maisons et que les champs alentours sont jonchés de crânes et d'ossements. Seul Novgorod échappe à la destruction. Protégée par ses marécages et ses forêts, la ville est épargnée lorsque le dégel printanier force les Mongols à interrompre leur avancée. Son prince, Alexandre Nevski, choisira plus tard la soumission négociée plutôt que la résistance suicidaire. L'impact de l'invasion mongole est immense. Des villes entières sont rayées de la carte. Des régions prospères se dépeuplent. Des techniques artisanales se perdent, faute d'artisans survivants pour les transmettre. Les pertes démographiques sont difficiles à estimer avec précision, mais certains historiens parlent d'une réduction de moitié de la population dans les zones les plus touchées. Après la conquête, les Mongols, ou plutôt la Horde d'Or, l'État fondé par Batu sur les territoires occidentaux de l'Empire mongol, établissent un système d'administration indirect. Les princes russes sont maintenus à leur poste, mais comme vassaux du Khan. Ils doivent se rendre à sa cour à Saraï, sur la base Volga, pour recevoir un yarlik, charte qui confirme leur droit de gouverner. Un lourd tribut est imposé, collecté par des fonctionnaires mongols assistés d'agents locaux. Des recensements détaillés permettent de calculer précisément ce que chaque région doit verser. Des contingents de soldats russes sont requis pour servir dans les armées mongoles. Toute résistance est écrasée sans pitié. Pourtant, les conquérants laissent une large autonomie dans les domaines qui les intéressent peu. L'Église orthodoxe est exemptée d'impôts et voit même son autorité renforcée, les Mongols, adeptes du chamanisme puis convertis à l'islam, pratiquant une politique de tolérance religieuse. Les structures sociales et culturelles russes perdurent, s'adaptant aux nouvelles réalités politiques. L'effet du joug tatar, comme les Russes appelleront plus tard cette période de domination, est complexe et contradictoire. D'un côté, il représente une rupture brutale dans le développement de la civilisation russe, l'isolant partiellement de l'Europe, à un moment où celle-ci connaît des transformations majeures. Université, cathédrale gothique, redécouverte du droit. Romaine. De l'autre, il crée paradoxalement les conditions d'une future unification. Car dans ce système, où la faveur du Khan est cruciale, certains princes vont apprendre à naviguer habilement entre soumission apparente et consolidation discrète de leur pouvoir. Parmi eux, les princes de Moscou. Moscou était à l'origine un petit bourg fortifié, mentionné pour la première fois dans les chroniques en 1147, bien modeste comparé aux anciennes capitales comme Kiev ou Vladimir. Sa situation géographique, cependant, lui confère des avantages. Située sur la Moskova, affluent de l'Oka, qui se jette elle-même dans la Volga. Elle bénéficie d'un réseau fluvial qui facilite le commerce. Entourée de forêts, elle est relativement protégée des raids nomades. Son ascension commence sous le règne de Daniel, 1261-1303, fils cadet d'Alexandre Nevski, qui reçoit Moscou comme modeste apanage. Par une politique patiente d'acquisition territoriale, de diplomatie et parfois d'intrigue, il agrandit son domaine et élève Moscou au rang de principauté. Son fils Youri poursuit cette politique expansionniste. Il obtient du Khan le titre de grand prince de Vladimir, traditionnellement attribué au prince le plus puissant de la Russe du Nord-Est. Cette promotion suscite la jalousie de Tver, principauté rivale, et déclenche un conflit qui durera des décennies. C'est sous Ivan Ier, dit Kalita, bourse, que la stratégie moscovite prend toute son ampleur.
Ayant gagné la confiance du Khan en l'aidant à écraser une révolte à Tver, il reçoit le droit de collecter le tribut pour l'ensemble des principautés russes. Cette fonction lucrative lui permet d'enrichir ses coffres tout en affaiblissant ses rivaux. Ivan utilise sa richesse pour acheter des terres, attirer des boyards à son service, construire des églises en pierre dans le Kremlin de Moscou. Il obtient aussi du métropolite, chef de l'église russe, qu'il transfère sa résidence de Vladimir à Moscou, donnant à celle-ci un prestige religieux considérable. Parallèlement, la Horde d'Or commence à montrer des signes de faiblesse. Des luttes intestines pour le pouvoir, des sécessions, des épidémies comme la peste noire affaiblissent l'Empire mongol. Les princes russes, et particulièrement ceux de Moscou, exploitent ces faiblesses tout en maintenant une façade de loyauté. Dimitri Donskoy franchit un pas décisif lorsqu'en septembre 1380, à la bataille de Koulikovo, il défait une armée tatare commandée par Mamaï, un général rebelle au Khan légitime. Cette victoire, bien qu'elle ne mette pas fin à la domination mongole, 2 ans plus tard, le Khan Tokhtamysh saccage Moscou, a une importance symbolique immense. Pour la première fois depuis 150 ans, les Russes ont vaincu leurs oppresseurs sur le champ de bataille. L'Église joue un rôle crucial dans cette renaissance nationale. Le métropolite Alexis sert comme régent pendant la minorité de Dimitri. Saint Serge de Radonej, fondateur du monastère de la Trinité Saint-Serge, bénit les troupes russes avant Koulikovo. Des monastères sont fondés dans les forêts du Nord, étendant l'influence culturelle et économique de l'orthodoxie russe. Vassili Prouhière et Vassili II poursuivent l'œuvre d'unification, annexant des principautés voisines, résistant aux tentatives lituaniennes d'expansion vers l'Est, naviguant entre soumission et résistance vis-à-vis de la Horde. Une guerre civile sanglante sous Vassili II, qui lui vaut le surnom de l'aveugle après que ses ennemis lui ont crevé les yeux, n'interrompt que temporairement ce processus. La chute de Constantinople aux mains des Ottomans en 1453 marque un autre tournant. L'Empire byzantin, référence culturelle et religieuse des Russes depuis Vladimir, disparaît. Moscou, dernière capitale orthodoxe indépendante de taille, se pose en héritière. La théorie de la troisième Rome commence à prendre forme. 2 Roms sont tombés, la troisième est debout, et il n'y en aura pas de 4e. C'est dans ce contexte qu'Ivan le IIIe, dit le Grand, 1462-1505, accélère dramatiquement la transformation de la principauté moscovite en État russe. Il annexe Novgorod en 1478, mettant fin à ses traditions républicaines millénaires. Il centralise l'administration, codifie le droit, commence à utiliser les symboles impériaux byzantins. Son mariage avec Sophie Paléologue, nièce du dernier empereur byzantin, renforce ses prétentions impériales. Des architectes italiens reconstruisent le Kremlin en pierre blanche, érigeant des cathédrales qui mêlent tradition russe et renaissance italienne. Le terme tsar, dérivé de César, commence à être utilisé, bien qu'officieusement. En 1480, Ivan cesse de payer le tribut à la Horde. Lorsque le Khan Ahmed marche contre Moscou, les 2 armées se font face sur la rivière Ougra. Mais après des semaines de tension, le Khan se retire sans combattre. Cet événement, connu sous le nom de Grande Halte sur l'Ougra, marque traditionnellement la fin du joug mongol. Sous son fils Vassili III, l'unification des terres russes se poursuit. Pskov perd son indépendance. La principauté de Ryazan est annexée. Smolensk est arraché à la Lituanie. À la mort de Vassili en 1533, l'État moscovite est devenu une puissance régionale, couvrant un territoire immense mais encore entouré d'ennemis potentiels. Le Khanat de Crimée au sud, le Grand-Duché de Lituanie, bientôt uni à l'est. La Pologne à l'ouest, les vestiges de la Horde à l'est. C'est son fils, Ivan le IVe, qui va transformer définitivement cet État en empire et laisser une empreinte indélébile, aussi brillante que sanglante, sur l'histoire russe. Ivan le IVe
n'a que 3 ans lorsqu'il succède à son père en 1533. Sa mère, Hélène Glinska, assure la régence mais meurt 5 ans plus tard, probablement empoisonnée. Commence alors une période sombre pour le jeune prince. Ballotté entre factions boyardes rivales, témoin impuissant de luttes de pouvoir sanglantes, souvent maltraité par ceux-là même qui devraient le protéger. Ces années de vulnérabilité et d'humiliation façonnent une personnalité complexe, où l'intelligence brillante côtoie la paranoïa, où la piété sincère voisine avec la cruauté pathologique. En janvier 1547, à peine âgé de 16 ans, il se fait couronner officiellement comme tsar de toutes les Russies, premier souverain russe à porter ce titre en toute légitimité. Les premières années de son règne personnel, guidé par le conseil des élus, où siègent des réformateurs comme le pope Sylvestre et le noble Alexis Adachev, sont marquées par d'importantes réformes. Un nouveau code de loi, Soudibnik, est promulgué. Une assemblée représentative, Zemski Sobor, est convoquée pour la première fois. L'administration est réorganisée en services, prikazis, spécialisés. Militairement, Ivan remporte des succès significatifs. En 1552, il conquiert le Khanat de Kazan, état successeur de la Horde d'or sur la moyenne Volga, ouvrant la voie à l'expansion russe vers l'Est. En 1556, c'est au tour du Khanat d'Astrakhan, sur la base Volga, d'être annexé. La Volga devient un fleuve russe sur tout son cours, facilitant le commerce et les communications. Mais la guerre de Livonie, 1558-1583, lancée pour obtenir un accès à la mer Baltique, se transforme en un conflit épuisant contre une coalition de puissances, Pologne, Lituanie, Suède, Danemark. Les succès initiaux font place à des revers. La Russie, isolée diplomatiquement, peine à soutenir l'effort de guerre. C'est dans ce contexte que survient une rupture dans le comportement d'Ivan. En 1560, sa première épouse, Anastasia Romanovna, qu'il aime profondément, meurt. Il soupçonne un empoisonnement. En 1565, il rompt avec ses conseillers réformateurs et entre dans une phase de règne personnel arbitraire et violent. L'apogée de cette transformation est la création en 1564 de l'Oprichnina, une institution sans précédent. Ivan divise le pays en 2 parties, la Zemshchina, administrée normalement, et l'Oprichnina, territoire placé sous son contrôle direct. Il forme un corps d'élite, les Oprichniki, vêtus de noir et portant des insignes en forme de tête de chien et de balai, symbolisant leur rôle de chiens fidèles qui balaient les traîtres hors de Russie. Ce qui suit est une période de terreur d'État. Des boyards accusés de trahison sont exécutés avec leurs familles entières. Des villes entières sont mises à sac pour avoir prétendument conspiré, comme Novgorod en 1570, où des milliers d'habitants sont massacrés. L'Église elle-même n'est pas épargnée, le métropolite Philippe étant étranglé pour avoir osé critiquer ces violences. Paradoxalement, cette période voit aussi d'importantes réalisations culturelles. L'imprimerie est introduite en Russie. La spectaculaire cathédrale Saint-Basile le Bienheureux est érigée sur la place Rouge pour commémorer la prise de Kazan. Le commerce avec l'Angleterre se développe après l'établissement de la Muscovy Company. La Russie s'ouvre timidement aux influences occidentales. La conquête de la Sibérie commence sous son règne. Le marchand Stroganov, ayant obtenu des concessions pour exploiter les ressources de l'Oural, engage le cosaque Ermak pour protéger ses intérêts. Avec une petite troupe, celui-ci défait en 1582 le Khanat de Sibir, ouvrant la voie à une expansion qui mènera les Russes jusqu'au Pacifique. Les dernières années d'Ivan sont assombries par des tragédies personnelles. Dans un accès de colère, il tue son fils aîné et héritier, Ivan. Sa santé décline, aggravée par des abus d'alcool et peut-être par l'absorption de mercure qu'il prenait comme médicament. Il meurt le 18 mars 1584, laissant un pays agrandi mais épuisé
et un trône qui passe à son second fils, le faible et pieux Fiodor. Fiodor Ier, dernier tsar de la dynastie des Rurikides, règne de 1584 à 1598. Mais le pouvoir réel est exercé par son beau-frère, le boyard Boris Godunov. Celui-ci poursuit une politique de reconstruction après les excès du règne précédent. L'administration est réformée, les relations diplomatiques sont rétablies, l'économie se redresse partiellement. Un événement majeur de cette période est l'établissement du patriarcat de Moscou en 1589. Jusque-là, l'Église russe était dirigée par un métropolite canoniquement dépendant du patriarche de Constantinople. Désormais, elle est dirigée par un patriarche de plein droit, ce qui renforce son prestige et son autonomie. À la mort de Fiodor, sans héritier direct, la dynastie fondée par Rurik s'éteint. Après des manœuvres complexes, Boris Godunov est élu tsar par une assemblée du pays, Zemski Sobor. Il poursuit sa politique réformatrice, encourageant l'éducation, invitant des spécialistes étrangers, renforçant les frontières. Mais son règne est assombri par des catastrophes naturelles, notamment une terrible famine de 1601 à 1603, et par l'apparition d'un prétendant au trône, le faux Dimitri. Cet homme prétend être le tsarevitch Dimitri, fils d'Ivan le Terrible, officiellement mort en 1591. Soutenu par des magnates polonais et des Cosaques, il menace le pouvoir de Borès. La mort soudaine de Boris Godunov en avril 1605 précipite la Russie dans une période de troubles graves, connue sous le nom de temps des troubles, Smutnoï Vremia. Son fils Fiodor II lui succède brièvement, mais est assassiné. Le faux Dimitri entre à Moscou et règne pendant 11 mois, avant d'être tué lors d'une émeute en mai 1606. S'ensuit une période de chaos politique et social. Le boyard Vassili Tchouïski s'empare du trône, mais son autorité est contestée. Un second, puis un troisième. Faux Dimitri apparaissent. Des bandes de Cosaques, de déserteurs et de paysans révoltés ravagent le pays. La famine et les épidémies déciment la population. L'intervention étrangère aggrave la situation. Les Polonais, sous prétexte de soutenir un prétendant au trône, occupent Moscou de 1610 à 1612. Les Suédois s'emparent de Novgorod. Des régions entières échappent à tout contrôle central. C'est dans ce contexte de désintégration nationale que surgit un mouvement de résistance patriotique. Le boucher Kouzma Minine et le prince Dimitri Pojarski lèvent une armée populaire qui libère Moscou des Polonais en octobre 1612. Un Zemski Sobor est convoqué pour élire un nouveau tsar, capable de restaurer l'ordre et l'unité. Le choix se porte sur Michel Romanov, jeune homme de 16 ans, fils du métropolite Philaret et apparenté par sa mère à la dynastie des Rurikides. Le 21 février 1613, il est proclamé tsar, fondant une dynastie qui régnera sur la Russie jusqu'en 1917. Les débuts du règne de Michel sont consacrés à la pacification du pays. Des traités sont signés avec la Suède, paix de Stolbowo, 1617, et la Pologne, trêve de Deulino, 1619, au prix de concessions territoriales. Les rebelles sont progressivement soumis, les bandes de pillards dispersées. L'administration est reconstruite, les finances assainies, l'armée réorganisée. Le retour de Philaret, père du tsar, détenu en Pologne et libéré en 1619, renforce le pouvoir royal. Nommé patriarche, il gouverne de facto aux côtés de son fils jusqu'à sa mort en 1633. Sous Alexis Ier, 1645-1676, fils et successeur de Michel, la reconstruction se poursuit. Un nouveau code juridique, l'Oulogénier, est promulgué en 1649. Il codifie et renforce le servage, liant définitivement les paysans à la terre qu'ils cultivent et à leur seigneur.
Cette période voit aussi un renforcement de l'absolutisme. Les assemblées représentatives, Zemski Sobor, sont convoquées de plus en plus rarement, puis abandonnées. L'administration centrale se développe, avec la création de nouveaux prikazi, bureaux ministériels. La noblesse de service est soumise à un contrôle plus strict. Les frontières sont consolidées et étendues. Une guerre contre la Pologne, 1654-1667, permet de récupérer Smolensk et d'annexer l'Ukraine orientale, y compris Kiev. L'expansion en Sibérie se poursuit, les explorateurs russes atteignant le Pacifique et fondant des avant-postes comme Okhotsk. Mais cette période est aussi marquée par des tensions sociales et religieuses. Le renforcement du servage provoque des révoltes paysannes, dont la plus grave, menée par Stenka Razine, secoue le sud de la Russie de 1667 à 1671. À Moscou même, une émeute contre la cherté du sel éclate en 1641. Plus profonde encore est la crise religieuse déclenchée par les réformes du patriarche Nikon. Voulant aligner les pratiques liturgiques russes sur les modèles grecs, il modifie des rituels, des textes, des gestes considérés comme sacrés par de nombreux croyants. Ceux qui refusent ces changements, les vieux croyants, sont persécutés mais résistent, formant une communauté dissidente qui survivra jusqu'à l'époque moderne. Sous Fiodor III, 1676-1682. Fils aîné d'Alexis, des réformes modestes sont tentées, notamment l'abolition du mesnitchestvo, système qui régissait la préséance des familles nobles selon leur ancienneté. À sa mort sans héritier direct, une crise de succession oppose les familles de ses deux épouses successives, les Miloslavski et les Narishkin. Finalement, un compromis est trouvé. Les deux fils d'Alexis, nés de mères différentes, sont proclamés Kotsar, Ivan V, faible d'esprit, et Pierre Ier, âgé de 10 ans. Leur sœur aînée, Sophie, assure la régence. Elle gouverne avec son favori, le prince Vassili Golitsyn, menant une politique relativement progressiste, mais sans grand succès, notamment dans les guerres contre l'Empire ottoman et le Khanat de Crimée. En 1689, Pierre, désormais âgé de 17 ans, renverse Sophie avec l'aide des régiments de la garde. Il exile sa demi-sœur dans un couvent et, bien qu'Ivan Sik reste nominalement Kotsar jusqu'à sa mort en 1696, c'est Pierre qui exerce le pouvoir réel. Commence alors un règne qui va transformer la Russie de façon radicale et définitive, lui faire franchir le seuil de la modernité et l'établir comme une grande puissance européenne. Ce règne, celui de Pierre le Grand, marque le véritable commencement de l'Empire russe. Pierre Ier, que l'histoire retiendra sous le nom de Pierre le Grand, est un homme hors du commun. D'une taille exceptionnelle pour son époque, 2,4 mètres, il est doté d'une énergie débordante, d'une curiosité insatiable et d'une volonté de faire. Ses expériences de jeunesse, notamment les révoltes des Streltsi, mousquetaires, qui ont menacé sa famille, l'ont convaincu de la nécessité de réformes profondes pour moderniser son pays. Dès le début de son règne personnel, il manifeste une fascination pour l'Occident, ses techniques, ses institutions, son mode de vie. En 1697 et 1698, il effectue un voyage incognito en Europe occidentale, travaillant comme charpentier de marine en Hollande, étudiant l'artillerie en Angleterre, observant les institutions politiques et militaires des pays avancés. À son retour, il lance un programme de réforme tous azimuts, souvent imposé de force à une société réticente. L'armée est réorganisée selon les modèles occidentaux, uniforme européen, grades standardisés, discipline stricte, tactique moderne. La conscription est instituée, touchant à la fois la noblesse, obligée de servir l'État, et les paysans, fournis par leur village selon des quotas. La marine, passion personnelle du tsar, est créée presque ex nihilo. Des chantiers navals sont établis, des instructeurs étrangers engagés, des marins formés,
des ports construits. Cette flotte naissante jouera un rôle crucial dans la Grande Guerre du Nord, 1700 à 1721, contre la Suède. L'administration est profondément réformée. Les anciens prikazis sont remplacés par des collèges inspirés des institutions suédoises et allemandes, fonctionnant sur le principe de la collégialité. Un sénat est créé comme organe suprême de gouvernement en l'absence du tsar. Un système de rang est institué, liant position sociale et service à l'État plutôt qu'à la naissance. L'Église elle-même n'échappe pas aux réformes. Après la mort du patriarche Adrien en 1700, Pierre laisse le siège vacant. Puis, en 1721, abolit le patriarcat et le remplace par le Saint-Synode, un collège ecclésiastique présidé par un procureur laïque représentant le pouvoir impérial. L'Église devient ainsi un département de l'État. L'éducation reçoit une attention particulière. Des écoles techniques sont fondées pour former ingénieurs, officiers, administrateurs. Des jeunes nobles sont envoyés étudier à l'étranger. L'alphabet est simplifié, l'imprimerie développée, les premiers journaux publiés. Une académie des sciences est fondée à Saint-Pétersbourg en 1724, attirant des savants européens renommés. Même la vie quotidienne est affectée. Pierre impose des changements dans l'habillement, vêtements européens obligatoires pour les nobles, l'apparence physique, interdiction des barbes, traditionnelles, taxées si elles sont conservées, les divertissements, introduction des assemblées, ancêtres des bals, le calendrier, adoption du système julien, commençant l'année en janvier plutôt qu'en septembre. Mais la réforme la plus visible est sans doute la fondation d'une nouvelle capitale. Le 16 mai 1703, sur un terrain marécageux à l'embouchure de la Neva, Pierre pose la première pierre de la forteresse Pierre et Paul, noyau de la future Saint-Pétersbourg. Cette ville, construite selon des plans géométriques inspirés des cités occidentales, avec ses canaux, ses perspectives, ses édifices baroques, devient le symbole de la nouvelle Russie ouverte sur l'Europe. Cette modernisation accélérée a un coût humain et social énorme. Des dizaines de milliers d'ouvriers périssent dans la construction de Saint-Pétersbourg. Les impôts sont alourdis pour financer les guerres et les réformes. Les paysans, déjà serfs, voient au moins leurs conditions empirées. Des révoltes éclatent, durement réprimées. La résistance passive est plus difficile à vaincre. Nobles, marchands, clergés, tous voient à mot leurs privilèges traditionnels menacés, leurs habitudes bouleversées. Le propre fils de Pierre, Alexis, devient le centre d'une opposition conservatrice. Soupçonné de complot, il meurt en prison en 1718, probablement sous la torture, avec l'accord tacite de son père. Parallèlement à ces transformations internes, Pierre mène une politique étrangère ambitieuse. Son objectif principal est d'obtenir un accès aux mers chaudes, bloquées par l'Empire ottoman au sud et par la Suède au nord. Une première tentative contre les Ottomans, culminant avec la prise d'Azov en 1696, se solde finalement par un échec. C'est vers le nord que se tournent alors les efforts russes. En 1700, Pierre déclare la guerre à la Suède, alors principale puissance de la Baltique. Les débuts sont désastreux. À Narva, en novembre 1700, l'armée russe est écrasée par les forces de Charles XII de Suède. Mais Pierre persévère, réforme son armée, exploite les erreurs stratégiques de son adversaire. La bataille décisive a lieu à Poltava, en Ukraine, le 8 juillet 1709. L'armée suédoise est anéantie, Charles XII s'enfuit en territoire ottoman. Cette victoire marque un tournant géopolitique majeur. La Suède entame son déclin comme grande puissance, tandis que la Russie émerge comme nouvel acteur dominant dans le nord de l'Europe. La guerre se poursuit jusqu'au traité de Nystad en 1721. La Russie y gagne l'Estonie, la Livonie, l'Hongrie et une partie de la Carélie, territoire qui lui donne enfin l'accès à la Baltique tant convoitée. Pour célébrer ce succès, Pierre adopte officiellement le titre d'empereur.
impérator, et la Russie devient l'Empire russe. Les dernières années du règne sont consacrées à la consolidation des réformes et à de nouvelles expéditions militaires. Une guerre contre la Perse permet d'acquérir des territoires sur la côte caspienne. Des explorations sont lancées vers l'Asie centrale et le Pacifique. Le célèbre explorateur danois Vitus Bering est chargé de déterminer si l'Asie et l'Amérique sont reliées. Pierre meurt le 8 février 1725, à l'âge de 52 ans, des suites d'une pneumonie contractée en sauvant des soldats de la noyade. N'ayant pas désigné clairement son successeur, il laisse un vide que la garde impériale comble en portant au pouvoir sa seconde épouse, Catherine Ier, ancienne servante livonienne devenue impératrice. Le bilan de son règne est complexe. D'un côté, il a transformé la Russie en puissance moderne, l'a ouverte aux influences occidentales, a jeté les bases d'institutions qui perdureront jusqu'à la Révolution. De l'autre, il a accentué la division culturelle entre élites occidentalisées et masses restées traditionnelles, a renforcé l'autocratie et le servage, a imposé des changements par la force plutôt que par la persuasion. Quoi qu'il en soit, la Russie de 1725 est méconnaissable par rapport à celle de 1689. D'État semi-asiatique isolé, elle est devenue un empire européen avec lequel il faut compter. Le miracle de Pierre le Grand, comme l'appellera plus tard Pouchkine, a propulsé la Russie dans la modernité pour le meilleur et pour le pire. Après la mort de Pierre le Grand, commence une période que les historiens appellent parfois l'ère des favoris ou l'ère des palais. De 1725 à 1762, une succession rapide de souverains occupe le trône, souvent portés au pouvoir ou renversés par la garde impériale, les élites de la cour ou des conspirations de palais. Catherine Ier, veuve de Pierre, règne brièvement de 1725 à 1727. Femme d'origine modeste, sans éducation formelle, elle s'appuie sur Alexandre Menchikov, ancien favori de Pierre, et sur un conseil suprême secret dominé par l'ancienne aristocratie. Sa politique maintient les orientations de son défunt mari. Mais à sa mort, le pouvoir passe au petit-fils de Pierre, Pierre II. Ce jeune homme, âgé de 12 ans à son avènement, règne sous l'influence de la famille Dolgorouki, rivale de Menchikov, qui est disgracié et exilé en Sibérie. La cour retourne brièvement à Moscou et une réaction conservatrice s'amorce contre les réformes pétroviennes. Mais Pierre II meurt de la variole en janvier 1730, avant même son mariage prévu avec une Dolgorouki. Le Conseil suprême secret choisit alors une nièce de Pierre le Grand, Anna Ivanovna, duchesse de Courlande, comme nouvelle impératrice. Ils lui font signer des conditions qui limitent drastiquement son pouvoir au profit des grandes familles aristocratiques. Mais une fois sur le trône, Anna, soutenue par la petite noblesse et les officiers, déchire ce document et rétablit l'autocratie. Son règne, 1730-1740, est marqué par l'influence des Allemands de la Baltique, notamment son favori, Ernst Johann von Biren. La politique étrangère est active, avec des guerres contre la Pologne et l'Empire ottoman qui apportent quelques gains territoriaux. À l'intérieur, l'administration se professionnalise, mais la pression fiscale et le servage s'alourdissent. À la mort d'Anna, son petit-neveu Ivan VI, âgé de 2 mois, est proclamé empereur sous la régence de sa mère, Anna Léopoldovna. Mais en novembre 1741, un coup d'État porte au pouvoir Élisabeth, fille de Pierre le Grand, qui avait été écartée de la succession. Le règne d'Élisabeth, 1741-1762, est une période de stabilisation et de développement culturel. L'influence allemande recule au profit d'une affirmation nationale. La peine de mort est suspendue, mais non abolie. L'université de Moscou est fondée en 1755. L'architecture baroque atteint son apogée avec les œuvres de Bartolomeo Rastrelli, comme le Palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. Sur le plan international, la Russie s'implique dans la guerre de 7 ans.
1756, 1763, aux côtés de l'Autriche et de la France contre la Prusse et la Grande-Bretagne. Les armées russes occupent brièvement Berlin en 1760, mais la mort d'Élisabeth et l'avènement de son neveu Pierre III, admirateur de Frédéric II, entraînent un revirement spectaculaire. Pierre le IIIe, petit-fils de Pierre le Grand par sa mère et duc de Holstein-Gottorp par son père, règne à peine 6 mois, janvier-juillet 1762. Il retire la Russie de la guerre et signe une alliance avec la Prusse. À l'intérieur, il promulgue des édits libéraux, notamment l'émancipation de la noblesse du service obligatoire à l'État et des mesures de tolérance religieuse. Mais son admiration pour la Prusse, son mépris affiché pour les traditions russes et son projet de guerre contre le Danemark pour récupérer des territoires du Holstein lui aliènent l'armée et la cour. Sa femme, une princesse allemande de la maison d'Anhalt-Zerbst, devenue Catherine après sa conversion à l'orthodoxie, organise un coup d'État avec l'aide des gardes et le détrône en juin 1762. Pierre III meurt peu après, probablement assassiné, et Catherine monte sur le trône. Commence alors un des règnes les plus brillants de l'histoire russe, celui de Catherine II, dite la Grande, 1762-1775, 796. Allemande de naissance, Catherine a embrassé avec enthousiasme sa patrie d'adoption, maîtrisant sa langue, étudiant son histoire, comprenant sa psychologie. Femme cultivée, correspondante de Voltaire et Diderot, lectrice avide de Montesquieu et Beccaria, elle incarne les idéaux du despotisme éclairé. Ses premières années de règne sont marquées par des tentatives de réforme inspirées des Lumières. En 1767, elle convoque une commission législative, représentant toutes les classes de la société, sauf les serfs, pour réviser les lois du pays. Elle rédige pour cette assemblée une instruction, nakaz, imprégnée d'idées libérales, égalité devant la loi, présomption d'innocence, rejet de la torture. La commission ne produit pas de nouveaux codes, mais ses discussions influencent les réformes ultérieures. La gouvernance locale est réorganisée par la charte aux villes de 1785, qui accorde aux bourgeois une certaine autonomie, et par la charte à la noblesse, qui confirme les privilèges de cette classe tout en l'intégrant à l'administration provinciale. L'éducation reçoit une attention particulière. Des écoles sont fondées dans les capitales provinciales. Un institut pour jeunes filles nobles, l'Institut Smolny, est créé à Saint-Pétersbourg. La littérature est encouragée, avec la fondation de revues, de sociétés savantes, de théâtre. Catherine elle-même écrit des pièces, des essais, des mémoires. La politique religieuse est marquée par la tolérance. Les propriétés de l'Église sont sécularisées, mais le clergé reçoit des salaires réguliers. Les vieux croyants sont partiellement réhabilités. Les musulmans de l'Empire obtiennent une administration religieuse officielle. Les colons étrangers, notamment allemands, sont invités à s'établir dans les régions peu peuplées, avec garantie de liberté religieuse. Mais cette façade libérale cache une réalité plus complexe. Le servage, loin d'être aboli, est renforcé. Les seigneurs obtiennent le droit de déporter leurs serfs en Sibérie. Des millions de paysans d'État sont donnés à des favoris. La révolte de Pougachev, 1773-1774, vaste soulèvement populaire qui embrase le sud-est de l'Empire, est écrasée sans merci. Cette contradiction entre idéaux proclamés et pratiques réelles s'explique en partie par la dépendance de Catherine envers la noblesse, dont le soutien est crucial pour son pouvoir, acquis par un coup d'État et contesté par l'existence de prétendants. Légitime, d'abord Ivan VI, assassiné en 1764, puis Paul, son propre fils, qu'elle écarte systématiquement. La politique étrangère de Catherine est particulièrement active et couronnée de succès. 2 guerres victorieuses contre l'Empire ottoman, 1768, 1774 et 1775. 427,
1792 permettent d'annexer les steppes du sud, la Crimée et la côte nord de la mer Noire. Kherson, Sébastopol, Odessa. Des villes nouvelles sont fondées sur ces territoires, que Potemkin, favori de l'impératrice, colonise activement. À l'ouest, la Russie participe aux 3 partages de la Pologne, 1772, 1793, 1795, s'appropriant de vastes territoires en Biélorussie, Lituanie et Ukraine occidentale. Ces annexions intègrent à l'Empire des populations non russes, polonais, lituaniens, juifs, ukrainiens, créant un État multinational aux défis inédits. Le projet grec de Catherine, visant à reconquérir Constantinople et à restaurer l'Empire byzantin sous l'égide russe, reste inachevé, mais symbolise l'ambition impériale. Son petit-fils, né en 1779, est significativement nommé Constantin et élevé par des nourrices grecques en préparation d'un destin impérial qui ne se réalisera jamais. Cette politique expansionniste s'accompagne d'une diplomatie sophistiquée. La Ligue des neutres pendant la guerre d'indépendance américaine, l'alliance avec l'Autriche contre les Ottomans, les manœuvres complexes dans le contexte de la Révolution française, tout cela témoigne d'une vision géostratégique cohérente visant à faire de la Russie un arbitre des affaires européennes. Sur le plan culturel, le règne de Catherine voit une floraison remarquable. L'architecture néoclassique remplace le baroque, avec des édifices comme le palais de Tauride à Saint-Pétersbourg. La sculpture, la peinture, la musique se développent sous influence européenne, mais avec une touche russe. La littérature s'émancipe progressivement de ces modèles occidentaux, annonçant l'âge d'or du siècle suivant. La collection de l'Ermitage, aujourd'hui l'un des plus grands musées du monde, commence par les achats massifs de tableaux occidentaux effectués par Catherine. Des bibliothèques, des cabinets scientifiques, des collections naturalistes sont constituées. L'Académie des sciences poursuit son développement. Des expéditions explorent les confins de l'Empire, de la Sibérie à l'Alaska. Catherine meurt le 6 novembre 1796, après un règne de 34 ans qui a transformé la Russie en grande puissance européenne. Son fils Paul Ier, tenu à l'écart du pouvoir pendant des décennies, lui succède avec des sentiments mêlés envers son héritage. Le règne de Paul, 1796-1801, est une période de réaction contre les politiques de sa mère. Il restaure le principe de primogéniture masculine pour la succession au trône, réorganise l'armée sur le modèle prussien, impose une discipline stricte à la cour et à l'administration, révise les privilèges de la noblesse. En politique étrangère, Paul oscille entre hostilité et alliance avec la France révolutionnaire puis napoléonienne. Il rejoint d'abord la deuxième coalition contre la France, envoyant Souvorov et ses troupes en Italie et en Suisse. Puis, déçu par ses alliés, il se rapproche de Napoléon et envisage même une expédition conjointe contre l'Inde britannique. Ces revirements, joints à son caractère imprévisible et à ses réformes impopulaires auprès de la noblesse, conduisent à un complot. Dans la nuit du 23 mars 1801, des officiers pénètrent dans sa chambre au château Saint-Michel et l'assassinent, avec la complicité tacite de son fils Alexandre. Alexandre Ier, 1801-1825, accède au trône à 23 ans. Élevé par sa grand-mère Catherine dans les idéaux des Lumières, il entame son règne par des réformes libérales. Un comité secret de jeunes aristocrates progressistes élabore des projets de transformation politique. Les ministères remplacent les collèges de Pierre le Grand. Un conseil d'État est créé pour coordonner la législation. Mikhaïl Speransky, fils de Pope devenu principal conseiller du tsar, propose une réorganisation complète de l'État sur un modèle constitutionnel modéré. Mais ces projets audacieux se heurtent à la résistance de la noblesse conservatrice. Speransky est disgracié en 1812, victime de ses origines modestes et de l'hostilité que ces réformes suscitent.
l'éducation connaît un développement significatif. De nouvelles universités sont fondées à Kazan, Kharkov, Saint-Pétersbourg. Le prestigieux lycée de Tsarskoye Selo, où étudiera le jeune Pouchkine, ouvre ses portes. Des écoles secondaires, gymnases, sont créés dans les capitales provinciales. Mais tous ces développements internes sont éclipsés par le conflit titanesque qui oppose la Russie à la France napoléonienne. Après plusieurs années d'alliances changeantes et de batailles indécises en Europe orientale, Napoléon lance en juin 1812 sa grande armée à la conquête de la Russie. La campagne de Russie est un désastre pour les Français. Adoptant une stratégie de terre brûlée et de retraite stratégique, les généraux russes Barclay de Tolly et Kutuzov attirent Napoléon profondément en territoire russe. Moscou est abandonné et brûle en grande partie. Puis, lorsque l'hiver approche et que les lignes de ravitaillement françaises s'étirent dangereusement, la contre-offensive commence. La retraite de la grande armée tourne au cauchemar. Harcelée par les Cosaques, décimée par le froid, la faim et les maladies, elle est réduite à une fraction de son effectif initial lorsqu'elle regagne la Pologne. Cette victoire russe transforme Alexandre en héros européen, champion de la lutte contre le tyran corse. Les armées russes poursuivent leur avancée à travers l'Europe, participant aux batailles décisives de Leipzig et de Paris. Alexandre entre triomphalement dans la capitale française en mars 1814. Au congrès de Vienne, qui redessine la carte de l'Europe après Napoléon, la Russie obtient l'essentiel de la Pologne, organisée en royaume semi-autonome en union personnelle avec l'empereur russe. Ces succès extérieurs masquent un virage conservateur en politique intérieure. Influencé par sa conseillère mystique, la baronne de Krudener, et par son ami le prince Golitsyn, Alexandre développe une vision chrétienne mystique de la politique. Il fonde la Sainte Alliance, pacte entre souverains européens pour gouverner selon les principes chrétiens, mais qui devient en pratique un instrument de répression des mouvements libéraux et nationaux. En Russie même, l'atmosphère se durcit. Le ministre de l'Éducation, l'amiral Chichkov, impose un programme conservateur. La censure se renforce. Les universités sont soumises à une surveillance accrue. Les sociétés secrètes, comme l'Union du bien public et la Société du Nord, se développent parmi les officiers et les nobles libéraux, préparant ce qui deviendra l'insurrection décembriste. Le règne se termine sur une note ambiguë. En novembre 1825, Alexandre meurt subitement à Taganrog, sur la mer d'Azov. Des rumeurs de suicide ou d'assassinat circulent, jamais confirmées. Plus étrangement, une légende tenace prétend qu'il aurait simulé sa mort pour se retirer comme ermite en Sibérie sous le nom de Fyodor Kuzmich. La succession est compliquée par l'incertitude sur l'héritier légitime. Le frère cadet d'Alexandre, Constantin, a renoncé à ses droits au trône pour épouser une noble polonaise, mais cette renonciation n'a pas été rendue publique. Le frère suivant, Nicolas, initialement prêt à prêter serment à Constantin, apprend qu'il est le successeur désigné. Cette confusion est exploitée par les sociétés secrètes. Le 14 décembre 1825, 26 décembre selon le calendrier grégorien, un groupe d'officiers mène leurs troupes sur la place du Sénat à Saint-Pétersbourg, refusant de prêter serment à Nicolas et réclamant une Constitution. Cette insurrection décembriste est écrasée dans le sang. 5 meneurs sont pendus, des dizaines d'autres envoyés aux travaux forcés en Sibérie. Cet épisode marque profondément Nicolas Ier, 1825-1855, qui y voit la confirmation des dangers de l'idéalisme libéral. Son règne est dominé par ce qu'on appelle la théorie de la nationalité officielle, formulée par le ministre de l'Éducation Ouvarov comme reposant sur 3 piliers: autocratie, orthodoxie, esprit national. L'appareil bureaucratique se développe considérablement. La police politique, incarnée par la 3e section de la chancellerie impériale, surveille étroitement l'opinion. La censure est renforcée.
Les universités sont soumises à un contrôle idéologique strict. Les influences occidentales jugées subversives sont combattues. Pourtant, ce règne réputé pour sa rigidité voit aussi des réformes importantes. Le code des lois est systématisé par Speransky, rappelé au service. Les finances sont assainies par le ministre Kankrin. La première ligne de chemin de fer reliant Saint-Pétersbourg à Moscou est construite. L'industrie commence à se développer, notamment dans le textile et la métallurgie. La question paysanne préoccupe Nicolas, qui craint à la fois les révoltes serviles et les conséquences d'une émancipation mal préparée. Des comités secrets étudient le problème sans parvenir à des conclusions définitives. Quelques mesures partielles sont prises, comme la réglementation des rapports entre serfs et propriétaires ou l'amélioration du sort des paysans d'État. En politique extérieure, Nicolas se pose en gendarme de l'Europe, réprimant la révolution en Hongrie en 1849, soutenant les régimes conservateurs, intervenant dans les Balkans pour protéger les chrétiens orthodoxes sous domination ottomane. Cette dernière politique conduit à la guerre de Crimée. 1853-1856. Ce conflit, qui oppose la Russie à une coalition comprenant l'Empire ottoman, la Grande-Bretagne, la France et le Piémont-Sardaigne, révèle les faiblesses de l'Empire. Armement obsolète, infrastructures insuffisantes, corruption endémique, rigidité administrative. La chute de Sébastopol en septembre 1855, après un siège d'1 an, symbolise cette défaite. Nicolas ne voit pas la fin de la guerre, mourant en février 1855, brisé par les revers militaires. Son fils Alexandre II lui succède et doit négocier une paix coûteuse au Congrès de Paris en 1856. La Russie perd sa prédominance en mer Noire et son influence dans les Balkans. Cette défaite agit comme un révélateur. Elle démontre que, malgré l'apparente solidité du régime, la Russie a pris du retard sur les puissances occidentales. Des réformes profondes apparaissent nécessaires pour moderniser le pays et restaurer son prestige international. Le nouveau règne s'ouvre ainsi sur une période de transformation sans précédent. Alexandre II, 1855-1881, entre dans l'histoire comme le tsar libérateur grâce à sa réforme majeure, l'abolition du servage. Le 19 février 1861, il signe le manifeste émancipant plus de 20 millions de serfs. Cette décision, motivée par des considérations à la fois morales, économiques et politiques, change fondamentalement le visage de la Russie. La réforme est complexe et imparfaite. Les paysans obtiennent la liberté personnelle, mais doivent racheter leurs terres aux propriétaires, avec l'aide de l'État, par des versements échelonnés sur 49 ans. Les parcelles attribuées sont souvent insuffisantes. Les communautés villageoises, MIR, conservent une autorité collective sur leurs membres. Néanmoins, c'est une rupture décisive avec le passé féodal. D'autres grandes réformes suivent. Une réforme judiciaire introduit des tribunaux modernes, avec juges inamovibles, procédures publiques, avocats professionnels et jurys populaires pour les affaires criminelles. Les Zemstvo, organes d'auto-administration locale élus, sont créés dans les provinces et districts. Les municipalités obtiennent une autonomie limitée. Le service militaire est réorganisé, devenant universel, mais avec une durée réduite et un système éducatif intégré. L'éducation connaît un développement significatif, particulièrement pour les femmes. Des gymnases féminins sont ouverts. L'université de Varsovie est russifiée, mais celle d'Odessa est fondée. La censure est assouplie, permettant des discussions plus ouvertes sur les questions sociales et politiques. Ces réformes, tout en étant révolutionnaires pour la Russie, déçoivent certains cercles intellectuels qui espéraient une transformation plus radicale. Des mouvements révolutionnaires émergent, comme celui des populistes, Narodniki, qui idéalisent la paysannerie et y voient dans le germe d'un socialisme spécifiquement russe. Certains de ces groupes se tournent vers la violence politique, culminant avec l'assassinat d'Alexandre II
le 1er mars 1881 par des membres de l'organisation Narodnaya Volia, volonté du peuple. En politique étrangère, après la défaite de Crimée, Alexandre adopte une approche prudente en Europe tout en poursuivant l'expansion en Asie. Le Caucase est définitivement soumis en 1864 avec la capture de l'imam Chamil, qui résistait depuis 25 ans. L'Asie centrale est conquise par étapes, avec l'incorporation des khanats de Kokand, Boukhara et Khiva comme protectorat. En Extrême-Orient, par le traité d'Aïgoun, 1858, la Chine cède à la Russie la région de l'Amour. Un moment crucial est la guerre russo-turque de 1877. 1878, déclenchée pour soutenir les révoltes slaves dans les Balkans. Après des victoires initiales et une avancée jusqu'aux portes de Constantinople, la Russie doit modérer ses ambitions face à l'opposition des puissances occidentales. Le Congrès de Berlin, 1878, lui accorde des gains territoriaux limités, mais la Bulgarie qu'elle a contribué à libérer voit son territoire réduit, ce qui est perçu comme une humiliation diplomatique. En Alaska, possession lointaine difficile à défendre, Alexandre prend la décision pragmatique de vendre ce territoire aux États-Unis en 1867 pour 7 200 000 $. Transaction alors critiquée, mais qui s'avérera judicieuse sur le long terme. L'assassinat d'Alexandre II par des révolutionnaires, alors même qu'il venait d'approuver un projet limité de représentation consultative, marque un tournant. Son fils, Alexandre III, 1881-1894, convaincu que les réformes de son père ont affaibli l'État et encouragé la subversion, adopte une politique résolument conservatrice. Les contre-réformes visent à renforcer le pouvoir central. Les pouvoirs des zemstvos sont réduits. Les chefs de district, zemski, nachalniki, nommés par le gouvernement pour superviser l'administration rurale. L'autonomie universitaire est restreinte. La censure est renforcée. Une politique active de russification est menée dans les régions périphériques, particulièrement en Pologne, en Finlande et dans les provinces baltes. Constantin Pobedonossev, procureur du Saint-Synode et ancien tuteur d'Alexandre III, incarne cette vision conservatrice. Il prône un retour aux valeurs traditionnelles russes, à l'orthodoxie comme fondement spirituel de la nation, à l'autocratie comme système politique adapté au caractère national. La situation des Juifs, déjà difficile, se détériore significativement. Des pogroms éclatent en 1881 et 1882, sans que les autorités interviennent efficacement. Des lois restrictives limitent l'accès à l'éducation et aux professions, renforcent la zone de résidence, territoire où les Juifs sont autorisés à s'établir, et encouragent indirectement l'émigration. Paradoxalement, ce règne conservateur voit une accélération de l'industrialisation. Sous l'impulsion du ministre des Finances, Serge Witte, partisan d'une modernisation économique dirigée par l'État, des investissements massifs sont réalisés dans les chemins de fer, notamment le transsibérien, commencé en 1891. Des capitaux étrangers sont attirés pour développer l'industrie lourde. Le système fiscal et monétaire est réformé avec l'adoption de l'étalon or en 1897. Cette industrialisation transforme la société. Une classe ouvrière urbaine se développe, concentrée dans de grandes usines aux conditions de travail souvent déplorables. Des grèves éclatent, réprimées par la force, mais annonçant les mouvements sociaux du siècle suivant. Une bourgeoisie d'affaires émerge, principalement composée de marchands traditionnels enrichis et d'entrepreneurs étrangers. En politique extérieure, Alexandre III, surnommé le pacificateur, évite les conflits, conscient que la Russie a besoin de paix pour se renforcer. L'alliance traditionnelle avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie est abandonnée au profit d'un rapprochement avec la France. Concrétisée par l'alliance franco-russe de 1892, qui rompt l'isolement diplomatique des deux pays. En Asie, l'expansion continue,
mais de façon plus prudente. Les frontières avec l'Afghanistan sont délimitées après des tensions avec la Grande-Bretagne. L'influence russe s'étend en Perse, Iran et en Mongolie. En Extrême-Orient, la fondation de Vladivostok comme port militaire affirme les ambitions russes sur le Pacifique. La mort prématurée d'Alexandre III, à l'âge de 49 ans, porte au trône son fils Nicolas II, 1894-1894, 917, dernier tsar de l'Empire russe, jeune homme pieux et consciencieux mais mal préparé au pouvoir. Il hérite d'un empire au contraste saisissant. Puissance internationale aux ambitions mondiales, mais traversée de tensions sociales et ethniques croissantes, mêlant modernité, industriel et archaïsme politique. Son règne s'ouvre par une tragédie symbolique. Lors des festivités du couronnement à Moscou, en mai 1896, une distribution de cadeaux sur le champ de Kodinka tourne au drame lorsque la foule, prise de panique, provoque une bousculade meurtrière. Plus de 1300 personnes périssent piétinées. Le tsar, mal conseillé, assiste le soir même à un bal à l'ambassade de France, donnant une impression de légèreté face au drame. La politique intérieure poursuit initialement l'orientation conservatrice du règne précédent. Nicolas II rejette explicitement les espoirs de participation politique accrue exprimés par certains Zemstvo, qualifiant ses aspirations de rêves insensés. La russification des périphéries s'intensifie. Le mouvement ouvrier, en croissance rapide, est réprimé, mais les premières organisations marxistes se développent clandestinement. En Extrême-Orient, la Russie s'implique de plus en plus profondément. La construction du transsibérien s'accélère. En 1898, la Chine concède à Baï Port-Arthur, aujourd'hui Luchun, qui devient base navale russe. L'influence s'étend en Mandchourie et menace la Corée, provoquant les inquiétudes du Japon, puissance émergente après sa modernisation de l'ère Meiji. Ces tensions aboutissent à la guerre russo-japonaise 1904-1905. Contre toute attente, les forces japonaises infligent une série de défaites humiliantes aux Russes, culminant avec la destruction de la flotte de la Baltique à Tsushima en mai 1905. Le traité de Portsmouth, négocié sous médiation américaine, consacre cette défaite. La Russie doit céder la moitié de l'île de Sakhaline et ses droits sur Port-Arthur et la Mandchourie du Sud. Ce revers militaire, conjugué à une situation économique et sociale tendue, catalyse les mécontentements accumulés. En janvier 1905, une manifestation pacifique d'ouvriers à Saint-Pétersbourg, menée par le prêtre Gapon pour présenter une pétition au tsar, est accueillie par des tirs de la garde impériale. Ce dimanche sanglant déclenche une vague de grèves, d'émeutes paysannes, de mutineries militaires, dont celle du cuirassé Potemkin, et de soulèvements nationaux qui constituent la révolution de 1905. Face à cette crise, le gouvernement oscille entre répression et concession. Finalement, par le manifeste d'octobre, Nicolas II promet des libertés civiles fondamentales et la création d'une assemblée législative élue, la Douma. Une constitution, les lois fondamentales, est promulguée en avril 1906, transformant théoriquement l'autocratie absolue en monarchie constitutionnelle, bien que le pouvoir du tsar reste considérable. Les années suivantes voient une lutte continue entre les forces réformistes et réactionnaires. Les 4 Doumas successives, 1906, 1907, 1912, 1912, 1917, 1912, 1917, tentent d'affirmer leur autorité face à un monarque, réticent et des premiers ministres conservateurs comme Stolypine, qui combinent répression du terrorisme révolutionnaire et réformes agraires audacieuses, visant à créer une classe de paysans propriétaires individuels. L'entrée dans la Première Guerre mondiale en août 1914, aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, suscite initialement
une vague de patriotisme unificateur. Mais les défaites militaires, les pénuries économiques, l'incompétence perçue de l'administration et l'influence controversée de Raspoutine sur la famille impériale érodent rapidement ce soutien. En février 1917, mars selon le calendrier grégorien. Des manifestations contre les pénuries à Petrograd, nouveau nom de Saint-Pétersbourg depuis 1914, dégénèrent en soulèvement général. Les troupes refusent de tirer sur la foule et se joignent aux révoltés. Isolé et privé du soutien de l'armée et de l'aristocratie, Nicolas II abdique le 2 mars, mettant fin à la dynastie des Romanov et à l'Empire russe tricentenaire. Un gouvernement provisoire, dirigé d'abord par le prince Lvov, puis par le socialiste modéré Kerensky, tente de gérer la transition vers un régime démocratique tout en poursuivant la guerre. Mais il est rapidement débordé par la radicalisation politique. Le 7 novembre, 25 octobre selon l'ancien calendrier, les bolcheviks de Lénine s'emparent du pouvoir, ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire russe, celui de l'Union soviétique. L'histoire de la Russie, de la Russe de Kiev à l'Empire russe, est ainsi celle d'une transformation continue, d'un ensemble de principautés médiévales en une superpuissance moderne, d'une nation périphérique de l'Europe en un empire eurasiatique colossal. Elle illustre comment les forces géographiques, culturelles, politiques et économiques interagissent pour façonner le destin des nations. Les symboles de cette évolution demeurent visibles aujourd'hui. Les églises à coupole de Kiev et Novgorod témoignent des origines chrétiennes et byzantines. Le Kremlin de Moscou évoque la centralisation progressive du pouvoir. Saint-Pétersbourg incarne l'occidentalisation forcée et l'ambition impériale. Les chemins de fer transsibériens rappellent l'expansion continentale vertigineuse. Les paradoxes abondent dans cette histoire. Un pays isolé qui s'est toujours défini par rapport à l'Europe. Une autocratie qui a produit une culture d'une richesse exceptionnelle. Un État centralisé gouvernant le plus vaste territoire du monde. Une société à la fois profondément conservatrice et périodiquement révolutionnaire. Peut-être le plus frappant est la continuité des questions fondamentales qui ont traversé les siècles. Les relations avec l'Occident, l'équilibre entre autorité centrale et liberté individuelle, la coexistence de multiples peuples et cultures au sein d'un même État, la modernisation économique et sociale face aux traditions profondément enracinées. Comment comprendre ce parcours extraordinaire ? Était-il déterminé par la géographie, ces immenses plaines sans frontières naturelles, ces fleuves orientés nord-sud, ce climat extrême, par les choix culturels fondateurs, comme l'adoption du christianisme orthodoxe, par la personnalité des dirigeants visionnaires comme Vladimir, Pierre, Catherine, ou par des forces historiques plus profondes, la compétition des grandes puissances, les cycles d'expansion et de contraction impériale, les tensions entre centre et périphérie. La réponse est sans doute dans l'interaction de tous ces facteurs, créant une trajectoire unique qui continue de façonner le monde contemporain. Car comprendre la Russie historique, c'est aussi mieux saisir la Russie d'aujourd'hui, ses aspirations, ses craintes, ses contradictions, son immense potentiel et ses défis persistants. Alors que nous refermions ce chapitre de l'histoire russe avec la chute de l'Empire en 1917, souvenons-nous que les échos de cette période résonnent encore dans notre présent. Les questions d'identité nationale, d'organisation politique, de relations internationales que se posaient les Russes d'alors restent d'une étonnante actualité. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un j'aime. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers les siècles de l'histoire russe.